bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher frère. Et bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux 10 élèves de la classe. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 janvier. Et il ne se passe pas de jour sans que nous développions des sujets de notre société. Et depuis un certain temps, nous voyons ça et là, et un peu partout sur le territoire national, des personnes qui ont contribué à endeuiller la Côte d'Ivoire continuent encore de maintenir ce qu'ils ont pu faire lorsqu'ils étaient aux affaires. Et pour tout bon observateur, il n'en est point besoin d'aller à l'école ou d'avoir un doctorat pour comprendre la démarche de ces criminels de guerre non repentis. Et je pèse bien mes mots. Et je le dis éclairé parce que regardez bien dans nos sociétés. Surtout, prenons le cas, l'exemple d'un village qui a connu beaucoup de difficultés. Et à l'arrivée, on prend un chef de village et on lui confie le destin du village. On lui dit qu'il a la possibilité et la lourde responsabilité de sortir le village dans la crise, de faire en sorte que le village puisse connaître le développement. Et au chef de prêter serment devant les villageois et devant tous les notables et de jurer sur la charte du village et de faire en sorte que le village puisse connaître un développement et connaître aussi la paix. Il a juré de défendre aussi les populations et de faire en sorte que aucun territoire ne puisse être, comme on appelle ça même, et retranché, en tout cas aux terres du village. Ça veut donc dire quoi? Les villageois lui ont donné un cutus et lui ont accordé leur confiance. À partir de ce moment, les villageois n'ont plus quelque chose à avoir peur. Ils se disent quoi? Nous avons confié le destin du village et toute la population au chef nouvellement élu ou nommé, qui est venu au trône. Mais chemin faisant, les jours passent et les villageois constatent que la confiance qu'ils ont placée à ce chef de village-là n'est pas à la hauteur des prérogatives qui lui ont été confiées. Mais avec l'espoir, ces populations-là pensent que le chef du village va reprendre, en tout cas va faire tout pour amener la paix et le développement dans le village. Et ils gardent l'espoir. Et ça continue, on continue. Mais à un moment donné, tout le monde a constaté que ils se sont trompés en confiant les rênes du village au chef du village. Qu'est-ce que le chef du village va utiliser? Le pouvoir que les villageois et la notabilité a donné au chef là, il prend ce même pouvoir et retourne contre la population. Il retourne ça contre les notables. Il commence à tuer les villageois, il tue quelques notables
il tue tout ce qui peut être développement dans le village. Il tient des discours guerriers aux villageois. Du coup, les villageois ont pris leur propre pouvoir pour se combattre. Et donc, à un moment donné, les villageois des autres villages ont compris que, vu l'importance de ces villages-là, si on laisse ce chef-là en train comment on appelle, de détruire ce village-là, au chef-là, et nous autres qui sommes dans notre village, parce que ce village contre tellement qu'il ne faut pas laisser ce chef-là détruire le village. Alors, les autres villages vont entreprendre des démarches au fin de pouvoir faire revenir le chef du village belliqueux et le chef du village qui s'est transformé en un criminel à la raison. Force est de constater que ce chef du village qui s'est transformé en criminel, ne refuse d'entendre raison. Et il continue même. Et il va plus loin dans ses actes de criminalité. À un moment donné, les gens ont compris qu'il ne va pas entendre raison. Ce qui est mieux, c'est de l'enlever de force. On va donc entreprendre une procédure qui va l'amener, en tout cas, à quitter le trône. Et la procédure est lancée. Lorsque la procédure a été lancée, ce chef du village-là a commencé à insulter et à se dresser contre les voisins. Mais comme vous savez, on a beau être fort, on ne peut pas être fort que tout le monde. Et donc, il a été donc enlevé. Quand il a été enlevé, les villageois, puisque le village ne peut pas rester comme ça sans chef, on va donc confier encore les rênes du village à un autre chef. Et dans ce cas d'espèce, le nouveau chef qui vient d'arriver, à qui ils ont confié les rênes, va être un chef qui va chercher à prôner la paix, non seulement entre les fils du village, mais aussi avec le voisinage, avec les voisins dont la relation avait été entachée par le précédent chef. Et donc, le nouveau chef a réussi maintenant à rassembler les fils du village autour de ces valeurs-là et à commencer à protéger le peuple, les villageois et la notabilité. Et il a rassuré les villages voisins que ce que lui est là pour rassembler les voisins et que la paix peut revenir entre les villages. Maintenant, celui qui a été chassé, il est parti hors du village avec toute sa clique. Il revient quelques années après, le nouveau chef qui a été installé, lui, il dit non, c'est un fils du village. Il ne peut pas rester à l'intérieur du village. On va travailler de sorte qu'il revienne dans le village. Et il a engagé le processus pour le faire venir. Et lorsqu'il est venu, il trouve que l'état dans lequel il a laissé le village pour se retrouver hors du village, le village a bien changé et qu'il y a eu le développement dans le village. Et aussi, ses accompagnateurs, ceux qui étaient avec lui dans ses actes de criminalité, aussi sont revenus dans le village. À leur tour aussi, ils voient que le village a changé et que les mentalités ont changé dans le village. Le village a retrouvé la paix avec les autres villages voisins. Qu'est-ce qu'il va faire, éclaireur? Lui, maintenant,
pour cacher ses carences et pour cacher son irresponsabilité et son incapacité à donner le développement ou encore à protéger les villageois, va tomber dans les discours de propagande, dans les discours de manipulation des masses, mais tout ceci pour cacher ce qu'il n'a pas pu faire. Et quand il a honte, il ne sait pas quoi faire, il est obligé de tomber dans les mêmes discours populistes pour cacher ce qu'il n'a pas pu faire. Et donc, puisque les populations savent ce qu'il a fait, ils vont plus prêter attention à toutes ces manigances et à toutes ces manipulations. Mais malgré ça, il perdure. Il a confiance que, ou encore il a espoir que, en disant toujours la même chose, en essayant de mentir tous les jours, ça peut finir par être la vérité, ça peut finir par être la réalité. Donc, il continue. Pendant que le nouveau chef qui a donné des garanties à la population de faire la justice et de protéger le peuple, il est là et il le regarde. Ses collaborateurs sont là, ils le regardent en train de mentir à la population, aux villageois. À un moment donné, ça commence à prendre effet au sein de la population et à telle enseigne que certains villageois qui avaient confiance au nouveau chef quant à ce qu'il a dit avant de pouvoir continuer ses actions. Et il se trouve que en matière de justice, pour les villageois, il n'a pas fait ça. Et le même chef, avec son groupe de criminels, vient narguer les villageois. Aujourd'hui, essaie d'imposer des choses aux villageois. Et donc, les villageois vont se rendre compte que si nous, on ne se lève pas et qu'on laisse cette situation-là perdurer, on risque de retomber dans les mêmes situations que nous avons connues lorsque ce criminel était là. Et donc, je le dis pour un peu essayer de caricaturer ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est ce village-là qu'on avait confié à Laurent Gbagbo, qui n'a rien fait, qui a tué tout ce qu'il a pu faire, c'est ça, vous connaissez ça. Aujourd'hui, il revient, il est dépassé par les événements, il ne sait pas quoi faire, il envoie les Stéphane Kipré, qui sont là, qui aboient dans tous les sens, rien que pour cacher leur incapacité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire et à donner le développement, parce qu'ils sont tellement dépassés par les actions de développement de son excellence Alassane Ouattara, ils sont obligés de créer ce vacarme-là assourdissant qui ne peut rien apporter à la population ivoirienne. Et donc, ils le savent très bien que leur discours-là ne passe plus dans l'opinion ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc continuer dans leur plan de communication, continuer à accentuer tout ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou pas, il faut accélérer et, comme on appelle, traumatiser la population avec ça. Voilà pourquoi vous voyez les Stéphane Kipré, qui est déclaré persona non grata en Gambie et au Sénégal, un faussaire, un imitateur de signatures, crient sur tous les toits. Quand ils vont quelque part, bien que les actions de développement du président Alassane Ouattara sont visibles, ils vont toujours avoir quelque chose à dire. Donc il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les qualités de développeur de ce grand homme d'État. Mais pourquoi on les laisse faire? On va me dire que l'État sait ce qu'il fait, mais comme c'est eux qui ont toujours su ce qu'ils font, nous on est là, on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc nous on est là, un peu on les regarde. Sinon, quelqu'un ne peut pas emprunter une route qui a été bitumée par son excellence Alassane Ouattara pour aller à Ouagadougou, pour aller à Bondoukou, pour aller un peu partout et puis aller s'asseoir pour narguer les populations pour dire qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. C'est quelle route qui a emprunté pour arriver là-bas? Et on connaît. Et moi je dis que ceux-là, ils sont dépassés par les événements.
Parce que quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, ils savent l'état dans lequel ils ont laissé ce pays-là quand ils partaient. Quand ils reviennent, ils trouvent que tout a changé. Donc, ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara n'a pas fait? Ça aussi, disons-nous la vérité, parce qu'ils n'ont plus d'offres à faire à la population. Il n'y a plus rien. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de retomber dans leur état de violence. Mais ils ne savent pas que les Ivoiriens n'ont plus le temps. Des bruits inutiles. Parce que quand tu finis de mentir aux gens, ceux à qui tu as menti, quand tu reviens à la maison, mais le mensonge, ce n'est pas le mensonge qui va venir trouver dans son assiette. Il ne trouve pas ce mensonge dans son assiette et il va venir s'asseoir pour croiser le vent. Donc aujourd'hui, toutes les actions qui ont été posées, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan du développement, il n'y a pas photo. Et ils le savent. Je ne suis pas un prophète, mais j'ai fait un rêve. Les opposants là, vont se réunir pour venir réclamer la candidature du président Alassane Ouattara. En tout cas, je ne suis pas un prophète et je le dis, on n'a pas la vérité absolue sur la plateforme. Mais nous disons au moins ce qui est important et ce qui peut arriver et dans un, peut-être dans quelques mois ou encore dans quelques années. Donc aujourd'hui, nous, on peut être fiers de ce que la Côte d'Ivoire a pu avancer avec le guide bâtisseur que vous connaissez tous. N'eût été son arrivée, mais ce pays-là, on sait comment ce pays allait être. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et donc, si, je le dis bien, dans un pays sérieux, dans un pays où les gens veulent le développement, je pense que Stéphane Kipré ne devrait plus parler dans la politique de notre pays. Damana Picasse qui a déchiré les résultats d'une élection organisée ne devrait plus parler. Le vilain monsieur qui est venu sur NCI 360, comme il s'appelle, Blaise Lams, lui-même là, quand on regarde sa morphologie, on sait que c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. On n'a pas bien d'aller à l'école. Pour connaître tout là, on n'a pas bien d'aller à l'école. Donc il y a tout ça là. Mais aujourd'hui, on veut montrer aux gens que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, alors que c'est faux. Et regardez encore, ils sont dans les laboratoires. Peter 007, qu'on a connu ici, tout ce qu'il a eu à faire, qui se retrouve aujourd'hui à la MACA. Les mêmes souris sous le départ qui lancent une alerte de ce que Peter 00 serait mort en prison et qu'il serait détenu dans des conditions inhumaines. Heureusement, quand tu mens, il y a toujours le mensonge te rattrape. L'avocat de Peter 007, Maître Tadji Rodrigue, est venu faire un communiqué pour démentir et pour dire que Peter 007 n'est pas détenu dans des conditions inhumaines et que Peter 007 ne manque de rien à la maison de correction d'Abidjan. Donc ça veut dire quoi? Ils sont dans leur plan. Et ça, tout ce qu'ils font, ils le font ensemble avec les gens de PPACI. Personne ne peut nous dire le contraire. Parce que c'est les mêmes partis. Donc quand vous voyez un parti comme ça, mais vous connaissez l'état d'esprit des gens qui animent les tenants de ce parti-là, mais je crois qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. Des dispositions anticipatives pour ne pas qu'on en arrive à ce qu'on a connu les années antérieures. Mais force est de constater que ce pouvoir RHDP est un pouvoir qui attend, est un pouvoir qui n'anticipe pas sur les événements de violence. Je n'ai pas dit sur le plan du développement.
Si c'est sur le plan du développement, ce pouvoir-là est un pouvoir qui anticipe et un pouvoir qui fait des prévisions par rapport au développement. Mais si c'est sur ce côté de violence-là, ce pouvoir-là est très nul. Et je le dis, mais comme ils sont tous des experts, quand ils parlent, on dit oui, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Mais quand ça arrive là, vous saviez ce que vous faisiez là. Mais comment vous avez pu faire pour ne pas voir ce qui devait arriver? Maintenant, ça arrivé, vous allez venir vous asseoir pour compter les morts et pour diligenter des enquêtes qui ne vont jamais aboutir. Quel est ce pouvoir? Je m'interroge bien. Est-ce que ce pouvoir-là est fait pour protéger les populations contre les criminels ou encore c'est un pouvoir qui est venu pour donner quitus aux criminels de continuer à tuer les Ivoiriens et de continuer dans l'air, comme on appelle, de continuer, en tout cas, d'aider ces criminels-là à tuer les Ivoiriens. Voilà autant de questions par moment quand moi je m'assois que je me pose. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être trop laxiste et arrêter de donner l'impression que les populations qui vous ont donné ce pouvoir-là ne sont rien devant vous et que ceux-mêmes qui ont cherché à tuer ces populations, qui ont tué ces populations-là, c'est à eux que vous devez la vie. Moi, je dis non. Je dis non. À cette allure-là, la Côte d'Ivoire est devenue le berceau où on fait la promotion des criminels, où on fait, comment on appelle, on accepte que des gens soient tués. Mais un pays ne peut pas se développer comme ça. Nous, on le dit, un pays ne peut pas se développer comme ça. Et c'est vraiment déplorable, c'est très déplorable pour une Côte d'Ivoire qui se veut, en tout cas une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire solidaire. Dans ce pays-là, il faut qu'au moins qu'on sache qu'on ne peut pas tuer impunément. Et puis l'impunité là ne doit plus être le mode opératoire de ces criminels-là. Et que regardez un fait. Vous savez pourquoi les gens courent pour venir en politique? Les gens ne savent pas. Mais les gens ils courent pour venir en politique parce que quand tu es un homme politique en Côte d'Ivoire, tu as un parapluie atomique. Tu peux tuer sans être inquiété. Tu peux faire ce que tu veux sans être inquiété. Donc les gens ont compris maintenant que pour être un criminel, il faut d'abord un politique, il faut venir en politique en Côte d'Ivoire pour être un criminel et ensuite être protégé par l'État. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qui justifie ce qu'on voit? Et les faits sont visibles. Ce n'est pas de la fiction. On ne va pas nous réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, personne ne viendra me réécrire cette histoire-là que moi j'ai vécue. Donc, sinon, ceux qui ont tué là, s'ils n'étaient pas en politique, mais imaginez-vous, Blé Goudé n'était pas politique. Et ça aussi, il n'allait pas commettre ces crimes-là. Hein. Il n'allait pas les commettre. Mais comme il sait qu'en rentrant dans la politique, il serait protégé parce que ce sont les mêmes. Ceux qui sont RHDP éclairés, ils ne sont pas blancs comme neige. Ils ne sont pas blancs. S'ils refusent que la justice s'applique là, pourquoi ils refusent que la justice s'applique? C'est parce qu'ils peuvent se retrouver dans les mêmes positions. Dans les mêmes positions de ces criminels-là. Maintenant, s'ils se retrouvent dans cette position, quel sera donc alors leur sort en face de ceux qu'on dise qu'ils sont criminels là? Vous voyez un peu. Donc la politique est aujourd'hui le lieu où chacun vient commettre les crimes et rien ne se passe. Il est protégé par le pouvoir judiciaire. Non, je ne vais même pas dire le pouvoir judiciaire. Parce qu'on nous parle de séparation de pouvoir, mais les pouvoirs ne sont pas séparés. Il faut dire honnêtement aux gens. C'est le pouvoir exécutif qui tient la justice en Côte d'Ivoire. Donc, ces criminels-là sont protégés par le pouvoir du président Alassane Ouattara. Blé Goudé est protégé depuis le palais présidentiel. Même Babou que vous voyez là, ils sont tous protégés depuis le palais présidentiel. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Moi, j'ai dit au EPV, laissez Sansan Kambilé tranquille. Nous, on a tout frappé sur lui ici. Mais avec du recul, j'ai compris que ce n'est pas le monsieur, il a les mains liées.
Il a les mains liées. C'est mon analyse. Je n'ai pas dit à quelqu'un de croire ce que moi j'ai dit. Mais si tu sais aussi faire le discernement des choses, tu comprendras ce que moi j'ai dit. Tu comprendras ce que moi j'ai dit. Donc il y a toutes des choses dans cette affaire-là qu'aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit dans mes interventions. Depuis que j'ai compris cette affaire-là, je n'appellerai plus quelqu'un à aller empêcher quoi que ce soit. Le pouvoir a voulu que ça soit ainsi, on va assumer et on va s'asseoir pour les regarder. Mais ce que moi je peux dire aux militants du RADP, quand il faut savoir poser les pieds, il faut savoir mener tes actions. Et en restant toujours dans la tête, je n'ai pas dit d'aller monnayer ta dignité au PPACI. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais je l'ai dit, il faut savoir marcher. Défendons le président Alassane Ouattara, mais avec, ne soyons pas ces moutons qui ne réfléchissent pas. Le président Alassane Ouattara n'a pas besoin d'un mouton qui ne réfléchit pas. Il a plutôt besoin des moutons qui sont réfléchis et des moutons qui savent ce qu'ils font. Donc soyez ces moutons éclairés là, soyez ces moutons qui sont réfléchis. Donc un pouvoir qui donne des ordres depuis le palais à un ministre ou encore à une justice, mais pourquoi vous ne pouvez pas donner ces mêmes ordres pour condamner les criminels? Mais si c'est pour les libérer, vous êtes prêts. Et regardez ce pays. Comme éclairait ce que tu disais, quelqu'un qui dit j'ai fait 1000 coups, on peut le prendre, aller le mettre en prison. Mais contrairement à quelqu'un qu'on sait qu'il a tué, ses crimes sont perceptibles, on voit tout et on lui dit non, continue, continue, bravo, ce que tu as fait, tu es très fort. Et nous on veut que si tu as tué 3000 morts, si tu peux encore tuer 3 autres 1000 morts qui vont nous amener à 6000 morts, nous on sera très fiers. C'est ce que ce pouvoir-là est en train de faire. Mais je vais vous dire une chose, c'est la majorité silencieuse. C'est la majorité silencieuse qui est là. Les gens ne parlent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contents, qu'ils sont d'accord avec cette façon de faire. Personne ne peut être d'accord avec ce que ce pouvoir-là fait en termes de justice. Quand on connaît ce qu'a été l'engagement de ces innocents, on ne peut pas s'amuser à laisser perdurer ces criminels-là au point de leur donner ce pouvoir-là, de pouvoir créer encore une autre crise. Mais qui est Dieu pour savoir que la crise qui va venir là, qu'on peut la maîtriser, comme on a pu maîtriser la crise de 2010. Personne n'est Dieu pour le savoir. Et ça, les gens doivent garder ça en esprit, de savoir que la Côte d'Ivoire a dépassé l'état où on doit venir faire la promotion des criminels. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Quand on regarde le beau travail du président, je crois que ce beau travail-là doit être accompagné d'une vraie justice. Le développement ne peut pas aller sans la justice. Moi-même, je peux même dire que le développement même là, c'est la justice qui est le ciment du développement. C'est la justice qui est le ciment du développement. Regardez dans tous les pays où il n'y a pas eu de justice, regardez le niveau de développement. Est-ce que le développement a duré dans ces pays-là? Non. Mais pourquoi on veut regarder ça? On ne peut pas laisser des criminels penser que les intérêts de la Côte d'Ivoire doivent tourner autour de leur propre intérêt. Non, tout c'est trop. Et ça suffit. Ça suffit. Et aujourd'hui, le gars, il se promène, il dit n'importe quoi, et on est là, et après on va venir dire, non, les gens sortez. EPV, je vais commencer par vous. Moi, je ne veux pas entendre qu'un EPV est sorti pour aller empêcher quoi que ce soit. Vous avez des familles. Vous avez des familles. Vous êtes peut-être l'espoir de vos familles. Laissez l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a dit aux criminels là que ce sont des Ivoiriens, ils doivent rentrer dans le pays. Ils sont rentrés au pays. Ils n'ont qu'à continuer. Laissez l'État de Côte d'Ivoire dans comment on appelle, dans cette situation, en train d'encourager ces criminels-là, laissez-les. Mais quant à vous, EPV,
vous devez savoir marcher et vous devez savoir quelle action engager pour aider le président Hassan Ouattara. Parce que vous allez le faire. Mais les mêmes qui sont à côté du président Hassan Ouattara, ce sont les mêmes là qui sont en train de tirer les ficelles. Ce sont les mêmes là qui s'accopinent avec les opposants. Ce sont les mêmes là, notamment, qui sont toujours avec ces opposants dans les lieux secrets en train de tenir les réunions. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas la vérité absolue, comme tous les RPV ici. Mais nous faisons des analyses et par moments, tout ce que nous disons, après, avec recul, les gens voient que nous avons raison. Je vais passer sur le cas de Guillaume Soro. Le cas de Guillaume Soro, et tout le monde le sait, que nous avons parlé ici. Éclairé a fait, en tout cas, on a pris beaucoup de séquences ici pour parler des actes des criminels, des actes de sang de Guillaume Soro. Mais à l'époque, les gens peut-être pouvaient nous taxer d'extrémistes ou encore de menteurs. Mais vous savez, quand tu as trop raison, c'est comme ça on te traite de menteur. Mais comme on le dit, le temps étant l'autre nom de Dieu, finit toujours par te donner raison. L'histoire de Guillaume Soro, on ne va pas aller dans des choses. Mais vous savez que chez nous, en pays, c'est faux. Quand un enfant naît, nos parents ont cette habitude-là, ce qu'on a vu avec, ils ont vu avec leurs ancêtres. Le père a besoin quand même de savoir l'avenir de son enfant. Est-ce que l'enfant-là est prédit à un avenir meilleur? Est-ce que l'enfant-là sera un enfant de paix pour la famille? Est-ce que l'enfant-là peut progresser de façon, comment on appelle, peut avoir une vie, une très bonne vie? Et quand c'est comme ça, ça amène le père à aller chercher à voir l'avenir de l'enfant. Il va donc aller consulter pour voir, en tout cas, ce que peut devenir l'enfant. Le cas de Guillaume Soro est similaire à ça. Mais quand il s'en va et que maintenant il est devenu dit, l'enfant que toi tu as, l'enfant qui vient de naître là, en tout cas cet enfant-là sera un enfant glorieux, sera un enfant qui va faire la fierté de la famille. Mais voilà, il y a des trucs que tu dois faire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Pour pouvoir enlever, en tout cas, tout malheur sur le chemin de l'enfant. Et il y a de ces enfants-là qui deviennent la fierté de leur famille. Le cas de Guillaume Soro n'a pas été comme ça. Paix à son âme, son papa sait ce qu'on lui a dit. Si vous voyez qu'il allait au petit séminaire de Katoula, les gens ne pensaient pas que c'est parce qu'il avait une foi chrétienne que son papa l'avait amené là-bas. Non, son papa l'avait amené là-bas sûr à ce qu'on lui avait dit. L'enfant là va mourir dans le sang. C'est un enfant qui ne va pas procurer la paix pour la famille. Et on lui avait même conseillé d'exécuter l'enfant. Mais comme Guillaume Soro était l'enfant chéri de son papa a refusé. Croyant qu'on l'envoyait au petit séminaire de Katoula, les gens pouvaient quand même indiquer ce sort-là par la prière. Mais est-ce que ça a pu régler le problème? Ça n'a pas réglé le problème. Vous avez vu, aujourd'hui, son nom est ressorti dans le procès de la Guinée. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement entré dans le fétichisme. Mais tous les conseils qu'il a donnés à Djendéré, en passant ici même à Abidjan, Ouagadougou, Bamako, pour se retrouver en Guinée, est-ce que ces fétiches-là ont réglé le problème? Donc ça veut dire qu'il ne tient son pouvoir qu'au sang humain. C'est quelqu'un qui boit le sang humain. Il faut dire ça aux gens. Donc il n'est pas parti au petit séminaire de Katoula parce qu'il voulait être chrétien. Il n'a jamais été chrétien dans l'âme. Donc c'était pour que ce mauvais sort-là quitte derrière lui. Mais ça n'a pas loupé. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Cher frère, tout ce que vous avez dit, c'est tellement bien dit qu'il n'y a pratiquement rien à ajouter. C'est les gens qui essaient d'oublier ou qui ne font pas le lien entre les événements. Sinon, nous autres, on n'est pas surpris de tout ce qui arrive. Hein. Et comme tu l'as dit, quand tu dis trop tôt la vérité, c'est totalement normal que les faibles d'esprit disent que tu mens. Et ceux qui ont un peu de jugeurs diront, peut-être ce que tu as dit est miraculeux. Sinon, en réalité, tous les faits sont devant nous. Il suffit d'apporter une petite analyse critique et on comprend tout.
Et tu as tellement bien défini la situation, tu as tellement bien donné les détails que vouloir en rajouter, ce serait même gâté. Vraiment, merci beaucoup pour cet exercice-là. Et puis surtout, la dernière fois, tu as fait une émission où tu as parlé de ne pas sortir pour se tuer pour les politiciens là. La séquence là, vraiment, c'est une séquence très instructive. Malheureusement, les gens ne partagent pas nos vidéos. Je parle des EPV. Sinon, vraiment, le travail qui est fait et après en arrière-plan, on partage, on découpe en petits morceaux. Si les gens partageaient vraiment ces messages-là pour atteindre. Mais bon, à l'impossible, nous, notre tenue, on ne peut pas demander aux gens de partager. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous avons déjà fait notre part, c'est ça qui est le plus important. On va donc passer la parole à Mété Tefut et on va essayer d'aller vers la fin puisqu'on a été suffisamment long aussi. Voilà, donc on va accorder à chacun 5 minutes, ce qui fera pratiquement 25 minutes pour mettre aussi fin à l'émission vu que les gens, les doigts commencent à se fatiguer. Donc Mété Tefut, vous avez 5 minutes. Ok, merci cher frère. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Cher frère, dans tout ce problème de l'Afrique de l'Ouest là, à un moment donné, il faut qu'on interpelle les responsables de la CEDEAO parce qu'on se pose les questions et on va les poser les questions aussi. Quelle est l'orientation même de la CEDEAO? Quel est le but? Et quel est l'objectif même que la CEDEAO veut atteindre? Parce que lorsqu'on est dans un groupe et qu'on veut atteindre un objectif, et qu'il y a des gens comme ça qui viennent nous tirer en arrière, quelles sont les sanctions on doit prendre? Et être catégorique là-dessus. Aujourd'hui, la situation du Mali, Burkina, Guinée et tout ça là, si c'était le train de la CEDEAO avait une destination, je pense que voici des gens qui vont les mettre en retard. Et quelles sont les décisions qu'ils doivent prendre que de chaque fois aller se mettre dans des négociations, des va-et-vient, brûler l'argent du contribuable dans leur kérosène et toujours encourager les gens dans les bêtises. Parce que hier, s'ils ont caressé le Mali dans le sens des poils, voilà pourquoi le Burkina aussi va s'adonner à ces mêmes pratiques-là. Et demain, il ne faudrait pas que ça nous étonne aussi que la Guinée aussi rentre dans cette logique-là aussi. Maintenant, en interne, chers frères, on va toujours interpeller le président. Je pense qu'on a mis les chariots avant les bœufs. Aujourd'hui, on est bien content du décor. Mais comme le frère roi du printemps l'a dit, on ne peut pas construire une grande nation sans son peuple. Mais un peuple qui n'est pas éveillé, un peuple qui n'est pas averti, sera compliqué pour nos gouvernants même. Parce qu'il faut qu'ils nous emmènent à les aider à construire une nation. Voilà pourquoi nous, on parle de justice. On n'a rien contre les opposants. Tant qu'ils vont se mettre dans la droite ligne et devenir des responsables pour conquérir ce pouvoir-là avec un programme de société, on sera d'accord avec eux. Mais si on réclame la justice, c'est pour les rendre responsables et rendre le peuple même responsable. Il ne faudrait pas que les gens viennent en politique pensant que s'ils ont le manteau politique, ils sont à l'abri contre la justice, ils sont à l'abri de tout jugement, ils sont à l'abri de toute critique. On parle des opposants et en même temps dans son gouvernement, ça s'impose aussi la justice. Il y a pas mal de malversations qu'on dénonce ici. Mais qu'est-ce qui peut freiner ces personnes à devenir des gens, des hommes d'État responsables? Il n'y a que la justice. Et cette justice-là même pouvait bien aider le président à atteindre des objectifs, voire même dépasser l'objectif même que lui-même il s'était donné. Par la rigueur de la justice, on se rappelle de son passage en 90. Lorsqu'il est venu et que les gens couraient pour aller au bureau pour ne pas être en retard. Lorsque les gens ne prenaient
ne prenaient plus les voitures pour se promener n'importe comment, même le week-end. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on voit le président dire qu'il va prendre le dossier de la jeunesse à bras le corps. Faire qu'il y ait un échec. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, ça c'est un problème. Mais la vérité est là. Mais tant qu'il ne va pas mettre la justice à sa place et il ne va pas donner le pouvoir de la justice à la justice pour agir, ça sera toujours un échec. Et je pense que lui-même, il est en train de s'adonner à un truc qui va salir son image. Parce que la justice ne va pas se limiter qu'aux politiciens, mais même à la population. On voit des gens à qui ils ont donné 700 millions, mais qui sont zélés. Pourquoi? Parce que la justice ne vaut rien. Donc demain, même ceux à qui on va donner des financements, ils ne sont pas prêts dans la tête et ils n'ont pas peur de la justice. Quelle société on veut construire? Avec quelle mentalité on veut construire cette société? Les gens même qui vont mettre encore devant ce programme pour la jeunesse là, puisque les précédents n'ont pas été sanctionnés par les échecs et par des malversations, qu'est-ce qui va nous étonner que les prochains aussi ne fassent pas les mêmes bêtises? On a vu le cas avec les gens du fer. On a dénoncé pour Diaby Lassina. Mais qu'est-ce qu'on apprend dernièrement? Tout ça pourquoi? Pas parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font là n'est pas bien, mais parce qu'ils savent que la justice est muette. La justice ne vaut rien en Côte d'Ivoire, à part arrêter des blogueurs, juger des gens qui vont dire on s'est lapé de minuit jusqu'à 6 h du matin, eux on peut faire leur procès. Alors que eux ils n'endeuillent pas la nation, eux ils ne traumatisent pas la population. Mais ceux qui font plus de dégâts sont bénis par nos autorités. Une manière de les dire, continuez, vous avez bien travaillé. En tout cas, nous les menteurs, nous on a dit. Mais c'est pas loin. Le bout du tunnel, il y a 2023 qui est là et 2025 qui est là. Que Dieu nous donne longue vie. On veut bien être les menteurs, mais on sera tous témoins de ce qui va venir. Chers frères, voici ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, cher frère Mété Tefeu. Nous sommes au bout du tunnel, quelles que soient les circonstances. 2023-2025 nous dira de quoi demain est fait. En vérité, cela me fait rappeler d'une sourate du Coran où Dieu disait à un peuple, voyez-vous, lorsque cet annonciateur est venu à vous et vous disait ce qui allait arriver, mais vous l'avez négligé. Mais aujourd'hui, vous voilà confronté à la réalité et vous êtes dans vos pires regrets. Je crois bien que c'est ça qui sera l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous aujourd'hui qui parlons, nous aujourd'hui que les gens voient comme des démons, nous sommes des partisans de Alassane Ouattara. Nous sommes sur cette plateforme-là qui disons qu'on est tellement digne, qu'on dit à quelqu'un et à tout le monde, que ce soit RHDP ou opposition, si vous avez quelque chose contre nous, amenez, et puis nous, on va vous payer. Nous, on dit ça sur cette plateforme. Mais, comme disait Socrate, il n'y a pas plus détesté que la vérité. Et nous, ça ne nous gêne pas. Parce qu'au fond, nous ne cherchons ni l'amour de qui que ce soit. Mais cette vérité qui vous gêne, lorsqu'elle va devenir une réalité en face de vous, je crois que vous serez confrontés à ceux qui vont vous exécuter. Ceux pour qui nous faisons ces messages-là, vous vous connaissez très bien. Et c'est à vous qu'on le dit. Un message ne peut pas être destiné à tout le monde. Ce message-là n'est pas destiné aux gars. Parce que nous, on ne cherche même pas à ce qu'eux changent. Les opposants ivoiriens, là, moi, je ne cherche même pas à ce qu'ils deviennent bons. Moi, je les préfère dans leur rôle. Parce qu'il est encore mieux d'être avec un ennemi que d'être avec un traître. Quelqu'un qui change sa nature pour pouvoir te ventrer là. Ça, c'est un traître. Mais ceux à qui on annonce ce message sont devenus les gens les plus distraits sur la terre aujourd'hui. Le pouvoir d'Alassane Ouattara ne sera pas éternel.
Mais votre problème là, si vous ne le traitez pas en vous réveillant, en prenant conscience de vous-même, ah, vous y serez confronté. Mais le moment où vous serez confronté, c'est ce que Meïté est en train de dire, ce n'est plus loin. Ce n'est pas la peur qui peut vous faire éviter ce qui est effroyable dans votre destin. C'est votre capacité à mettre fin à cet effroi-là. Et ça demande de la détermination. Ça demande une prise de conscience. Ça demande que vous vous recentriez sur vous-même pour vous dire, nous n'allons plus jamais accepter ce qui a fait le mal de notre société. Nous autres, on parle. Nous autres, on dit beaucoup de choses. Les gens trouvent qu'on est peut-être embêtant. Parce qu'à la fin, notre discours ne change pas. Mais c'est parce qu'on voit et on sait le mal qui est en train de venir. Mais on aura averti, on aura pris tout le temps d'avertir. Ceux qui auront compris, tant mieux. Ceux aussi qui n'ont pas compris, les conséquences, vous allez les assumer.